Étienne Le Seur, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des affaires institutionnelles de Telsat. Le satellite. Le Telsat, c'est le satellite, la principale société française, on va le dire comme ça. On y reviendra donc en matière de satellites. Alors historiquement, on est sur les universités de la transition numérique des territoires. Historiquement, le satellite, c'est la solution, c'est le plan B, qui a été largement subventionné sur certains territoires pour accéder au débit, puis au très haut débit. Il y a des territoires où l'installation et le matériel étaient subventionnés à 100%, d'autres c'était que l'installation, d'autres c'était que le matériel. Mais globalement, rapidement, en voyant la fibre se déployer, on s'est dit il faut prévoir quelque chose pour ceux qui ne l'auront pas tout de suite. La technologie, elle a évolué. Les satellites, ils ont augmenté en performance. On a connu KASat, puis VHTS Connect. Hein. Et en 2001, vous lancez OneWeb, qui est un rachat. Vous nous en direz un petit peu plus. Constellation européenne française, point d'interrogation. Donc de de satellites en orbite basse, qui est là pour concurrencer directement Starlink sur fond de désordre géopolitique, de concurrence de plus en plus douloureuse avec les États-Unis. Est-ce que la guerre des étoiles a repris? Très bonne question. Peut-être revenir d'abord sur la genèse de Telsat. Donc Eutelsat, à la base, c'est une organisation intergouvernementale créée en 1977. Et c'est une organisation intergouvernementale européenne, Eutelsat, European Telecom Satellite. Et pourquoi on crée cette organisation intergouvernementale? Parce qu'il y a un Américain en face qui s'appelle Intelsat. D'accord. Et qui veut préempter tous les droits orbitaux. C'est-à-dire mettre la main, entre guillemets, sur toutes les licences des orbites. C'est-à-dire personne d'autre que lui n'aurait pu installer des satellites. En tout cas, prendre le lead sur ces droits orbitaux. Et en européen, on est plus fort, on le répète assez souvent. Et donc, les pays européens se sont mis ensemble et ont créé une organisation intergouvernementale. En 2002, cette organisation intergouvernementale est privatisée et Eutelsat devient une société anonyme avec pour quasiment 100% de son business dédié à la diffusion audiovisuelle par satellite. Puis au fur et à mesure, comme vous l'avez dit, arrivent des satellites de connectivité géostationnaire. Donc d'abord KASat, puis Connect VHTS. Et enfin, Eutelsat, à partir de 2020-2021, commence à prendre des parts dans une société britannique qui s'appelle OneWeb. D'abord un peu moins de 20%, puis plus de 20%, pour arriver le 28 septembre 2023 à une fusion avec OneWeb, afin d'acquérir cette constellation en orbite basse. Et donc là, on en vient sur la compétition avec Elon Musk, parce que pourquoi avoir voulu exercer ce qu'on appelle chez nous ce pivot des télécommunications afin de donner de la connectivité très haut débit avec de la faible latence? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui les applications changent. C'est-à-dire que par exemple, le business de la vidéo est structurellement décroissant. Aujourd'hui, on estime qu'on va perdre en moyenne 6% de chiffre d'affaires par an sur le business de la vidéo. Quand vous dites la vidéo, c'est l'audiovisuel. L'audiovisuel, la diffusion audiovisuelle par satellite, tout à fait. Donc, ce pivot des télécoms, il a permis d'adresser de nouveaux marchés et d'adresser de nouvelles verticales. Donc, la faible latence et les orbites basses, elles permettent quoi? Elles permettent de connecter des bateaux, des trains, des avions. On peut pas fibrer un avion. Donc, c'est assez compliqué. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Donc, voilà, ça permet d'adresser de nouveaux marchés, de nouvelles verticales, de faire du backup aussi pour les entreprises, de connecter des territoires reculés en effet, et tout ça avec une performance beaucoup plus importante qu'avec un satellite géostationnaire. Juste pour rappel, un satellite géostationnaire, c'est à 36 000 km de la Terre et ça couvre l'équivalent d'un continent, alors que l'orbite basse, une constellation de satellites, ça couvre l'entièreté de la Terre. Donc on a un service qui est mondial, très rapide, et donc qui permet, comme je disais, d'adresser de nouveaux marchés et de gagner.
Mais sur des applications critiques, c'est-à-dire que les orbites, enfin les satellites géostationnaires de l'Internet remplissent je dirais, font le job pour le quotidien, pour des applications non critiques, pour avoir Internet chez soi, ça suffit largement. On a souvent parlé de délai de latence, c'était une des principales améliorations de KASAT et de Connect, où il était réduit finalement, il restait les gens qui jouaient en réseau qui étaient impactés par ça. Tout à fait. Mais aujourd'hui, c'est quand même, nous on le voit dans les territoires notamment ruraux, une vraie solution d'accès à l'Internet. C'est une réelle solution d'accès à Internet. D'ailleurs, on travaille actuellement, face à la fermeture du cuivre, à sensibiliser les personnes pour des raccordements qui pourraient être complexes et trop coûteux. Ouais. De pouvoir adresser une solution qui serait accessible et qui permettrait quand même de bénéficier d'un accès à Internet, en effet. Et sur l'orbite basse, alors l'orbite basse, on est à combien là du coup? On n'est plus à 36 000 km, on est à... Alors nous, notre constellation est à 1200 km de la Terre, Ah oui, c'est vraiment pas loin. ce qui nous permet d'avoir en moyenne une latence à 70 millisecondes. Oui, autant dire qu'on la voit pas quoi. On la voit pas. Donc c'est vrai quand on fait une opération à cœur ouvert, une téléopération à cœur ouvert entre deux continents, si demain on imagine des voitures autonomes, là la question de la latence elle est centrale. Hein. Tout à fait. Donc on n'a pas le choix. Vous Oui. disiez un avion, vous disiez un train. Voilà, là on a besoin effectivement d'une latence minimale et on est sur une couverture mondiale. Voilà. Et surtout, la faible latence permet, comme vous le disiez, des applications critiques. Et donc, notamment, en matière de défense, on le voit, demain, si on veut piloter un drone, si on a une trop grande latence, on ne peut pas manœuvrer le drone comme on le souhaite. Si demain, on souhaite connecter un canon, on ne peut pas... Enfin, celui qui tire le plus vite, c'est celui qui gagne. Oui. Ça permet aussi, sur des applications en matière de sécurité, de créer ce qu'on appelle des bulles tactiques à des endroits vraiment reculés. Je veux dire, la sécurité civile ou les pompiers, quand ils sont en pleine montagne, ils n'ont pas de réseau 4G pour pouvoir communiquer. Et entre les bulles tactiques sur un départ de feu ou pour maîtriser un feu, et la connectivité par satellite à ce moment-là permet d'être très réactif et d'être opérant. Donc on a l'impression que l'histoire bégaye un peu, puisqu'au tout début c'est Eutelsat face à Intelsat, maintenant c'est OneWeb face à Starlink. C'est toujours cette manière de défendre son territoire, ou en tout cas de partager le territoire spatial. Alors oui, c'est une manière, c'est-à-dire les Américains ont toujours voulu être Hégémonique. hégémoniques, et en matière de spatial, on ne s'y trompe pas, ils le sont aussi. Starlink aujourd'hui est très puissant parce qu'ils ont bénéficié d'énormément de subventions Du gouvernement américain. Par ailleurs, si on prend aujourd'hui Starlink, mais demain Kuiper, la constellation d'Amazon. Ah oui, oui, il y a ça aussi, oui. On a un acteur très riche, puisque Jeff Bezos peut financer sa constellation sans aucun problème. Donc, on ne joue pas dans la même cour au titre financier, mais aussi au titre du modèle. Et pourquoi du modèle? Parce que ce soit Starlink ou Kuiper, l'ensemble de la chaîne de valeur est intégré. Aujourd'hui, Elon Musk crée ses lanceurs, les opère, crée ses satellites, les opère et vend le service. Nous, en Europe, la construction européenne en matière de spatiale ne s'est pas passée comme ça. On a des manufacturiers qui créent nos satellites, on a des manufacturiers qui créent les lanceurs, on a des opérateurs de lanceurs, des opérateurs de satellites, Eutelsat, et des personnes qui vendent notre service. Typiquement, aujourd'hui, notre service est vendu sur la France, Orange est l'un de nos distributeurs préférés. Voilà. Donc, il faut apprendre à ne pas recopier le modèle américain tout en restant compétitif. Et c'est en ça que ça pose quelques problèmes, dans le sens où il faut apprendre à travailler ensemble de manière intelligente pour industrialiser les processus et donc de facto réduire les coûts et être compétitif sur le marché international. Ça ressemble quand même à une quadrature du cercle, non? Ça ressemble à une quadrature du cercle, mais là où j'estime que nous, Eutelsat, nous avons aussi une chance, c'est que, donc j'ai parlé des deux constellations américaines, mais on a aussi les deux constellations chinoises à venir. Et on aura, côté américain, je l'ai déjà dit, Kuiper, Starlink.
Nous sommes déjà là, donc l'européen Eutelsat, Avec OneWeb. avec OneWeb, et on estime qu'il devrait arriver d'ici peu 2 constellations chinoises, Guowang et Southern Sail. Ce sont le nom des 2 constellations à venir. Mais on estime aussi, et là j'en reviens aux droits orbitaux, qu'il n'y aura pas plus de 5 ou 6 constellations dans l'espace, parce que l'utilisation du spectre est une ressource finie, le spectre de fréquence, et donc il y aura après des risques de brouillage et donc de constellations qui seront inopérantes. D'accord. Risque de se neutraliser les unes les autres. Exactement. Donc il y a des règles pour ça, au niveau international, pour éviter les brouillages. Mais là où nous avons une chance et là où nous avons fait un investissement, je pense, stratégique, c'est que nous avons investi dans la constellation qui a les droits orbitaux, les premiers droits orbitaux, donc les droits orbitaux prioritaires. Donc, Starlink, demain Kuiper ou les Chinois seront censés normalement demain couper leur signal quand ils passent en dessous de nous. D'accord. Et donc, ayant un nombre limité, étant le seul européen en attendant Iris Carré, et puis Eutelsat est membre du consortium qui crée la constellation Iris Carré. Donc, étant le seul européen d'ores et déjà là, contributeur du projet de constellation souveraine européenne Iris Carré, on ne sait pas si on aura d'autres compétiteurs sur le marché européen. Et donc là, on en revient à la souveraineté. Demain, pour des applications critiques dont j'en ai parlé, sur des applications de défense, sur des applications de sécurité, pour des entreprises stratégiques, est-ce qu'on souhaite que nos datas soient hébergées sur des serveurs américains avec des solutions américaines, sur des serveurs chinois avec des solutions chinoises, ou avec un acteur européen qui stocke ses données en Europe et qui... Oui, la réponse est dans la question. Voilà, c'était une question rhétorique. Merci Étienne Le Sœur pour cette promenade en haute et basse orbite. Pour le coup, j'ai l'impression que ça commence à s'embouteiller durement là-haut. Je rappelle que vous êtes le directeur des affaires institutionnelles de Telsat. Merci beaucoup, puis on se dit à bientôt. À très bientôt, merci Sébastien.